Cette session, je vais expliquer un petit peu quels sont les réseaux Angels, euh, notre histoire en tant qu'écosystème VLG World et les problèmes que nous voulons résoudre, en particulier sur la ville de Goma et nos solutions. Voilà. Je vais partager donc mon écran. Donc, on va parler aujourd'hui du réseau Angels, le réseau Angels qui a été créé par Écosystème VLG World. On va parler d'abord de la genèse. Comme ça, tout le monde sera à peu près au clair de savoir d'où viennent les réseaux Angels et quelle est l'histoire qui a précédé les réseaux Angels et quelle est l'histoire qui est actuellement en cours de mise en place. Les réseaux Angels, en fait, au tout départ, c'est arrivé en 2017, on a créé une organisation qui s'appelait Cocoon, qui après a changé de nom en Régénération Matrix et après en écosystème VLG World tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, Pourquoi? Parce que en 2017, on était un groupe de 25 personnes qui encadrions la formation GDP Lab du MOOC, donc du cours en ligne pour des grandes masses de population, donc MOOC GDP, gestion de projet, de l'École centrale d'ingénieurs de Lille, et on était 25 personnes à manager cette fin de formation. Il y a eu un changement d'équipe. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce changement d'équipe? Et parce que j'avais 25 personnes super dynamiques, certains avaient 2 jobs en même temps, ils avaient besoin de faire plein de projets, des gens qui me ressemblaient un peu comme ça. Et puis, j'ai eu l'idée de créer un incubateur, donc qui était issu de MOOC GDP. Euh, Au fur et à mesure du temps, en fait, on s'est aperçu que cet incubateur, c'était un petit peu compliqué pour des raisons internes. Mais cet incubateur, il a été créé avec nos alumni, donc nos 25 animateurs de formation en ligne, et nos alumni sur 3 ans. Donc on a mené pendant 3 ans cette fin de formation du GDP Lab, le GDP de MOOC GDP. Le GDP Lab, en fait, c'était la formation qui aidait des gens à créer leur projet de vie après avoir fait la formation MOOC GDP. Et donc, pour créer son projet de vie, c'était 10 personnes 9 personnes qu'on mettait autour d'un porteur de projet et il créait les premières bases d'un nouveau projet de vie qui pouvait être une entreprise, qui pouvait être une ONG, qui pouvait être un projet d'école, qui pouvait être n'importe quel genre de projet qui était important pour le porteur de projet et qui avait réussi à convaincre 9 autres personnes de le suivre dans son projet. Donc voilà. Donc on avait une grande culture de gestion de projet derrière nous, des concepts pour faire fonctionner les gens ensemble, des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas l'habitude de travailler en ligne et qui travaillaient en ligne tous ensemble. Et dans ces personnes, à la fin, au bout des 3 ans, c'était à peu près 100 personnes par session, 2 sessions par an pendant 3 ans, donc ça faisait 600 alumni. Et la moitié de nos alumni, c'était des Africains. Pourquoi? Parce que sur leur continent, malheureusement, il n'y avait pas ce genre de formation qui était importante pour eux, avec laquelle ils pouvaient créer leur propre projet. On a eu des créations d'hôtels, des créations de bananeraies, des créations de plein de choses, pêcheries, etc., de plein de de petites manufactures, d'artisanat ou d'entreprises qui ont aidé à construire certaines parties de certaines régions d'Afrique. Voilà. Donc, à partir de là, on a, pour fédérer, redonner un regain d'énergie à l'ensemble de mon équipe, on a participé à un X-Prize pour sortir les fermiers les plus pauvres de la pauvreté. Et à partir de là, moi, j'ai créé un projet qui s'appelle READ. READ, ça veut dire Rice plus Seed, ça veut dire le riz et les racines. C'est un ensemble qui permet de dire, voilà, pour aider une population, il faut d'abord lui trouver les moyens pour qu'elle se développe économiquement, mais avant, il faut travailler sur les racines, c'est-à-dire sur leur ancrage territorial, sur ce qui leur est arrivé dans la vie, faire des projets de résilience, mais en même temps, il faut faire des silos pour stocker le grain. En cas de famine, le grain local, il faut le préserver pour le ressemer, et dans ce cas-là, il faut fournir d'autres graines alimentaires aux gens. Enfin, plein de processus comme ça qui étaient dans ce projet et qui aujourd'hui, à partir de ce projet, on a créé une charte qui s'appelle la charte READ. Et cette charte READ, c'est un petit peu la colonne vertébrale de tout ce qu'on a développé plus tard.
Voilà. Donc, et en même temps, fin 2018, on a une demande d'aide de plusieurs associations de victimes de conflits armés en Côte d'Ivoire, à Daloa, la région de l'opposant politique, c'est-à-dire que c'est une région où il y a, en 20 ans, il y a eu pas de développement, aucun budget de développement parce que c'était l'opposition politique et donc on donne pas de budget de développement à une région qui soutient l'opposition politique. Et donc d'un seul coup, on s'est retrouvé à devoir aider une population de 4,5 millions de personnes à se sortir d'une pauvreté qui n'était pas une pauvreté économique, mais qui était une pauvreté, enfin classique en tout cas, c'était une pauvreté économique politique. Donc c'était un peu différent. Et donc on a commencé notre travail humanitaire avec cette population. En 2019, toujours avec cette population, on s'était jamais réunis ensemble depuis 50 ans. Donc nous, on était les premiers en 50 ans à les avoir mis ensemble dans une même salle et à leur avoir fait signer un document commun qui était un centre de résilience qui était destiné à aider les gens à surmonter leur état de victime, victime de guerre, mais victime de guerre qui en même temps, enfin de conflit armé, mais quand on est victime, de toute façon, on tombe dans la pauvreté sociale parce qu'on se replie sur soi-même et on tombe dans la pauvreté économique. Donc en fait, le fait d'être victime d'un conflit armé, ça a des conséquences économiques et ça a des conséquences sociales. Et ça a des conséquences, bien sûr, sur l'avenir des futures générations. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis en plus, comme les systèmes d'entraide sont très paternalistes, ils prennent tout en charge, et ben ça limite les gens dans la possibilité qu'ils peuvent avoir de sortir de leur état de victime. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. Nos premiers projets, c'était des projets d'observation de crimes de guerre, parce que comme ben, on est rentré dans l'humanitaire par des organisations de victimes de guerre, ben, ils nous ont fait rentrer dans des groupes où il y avait beaucoup d'intervenants de la CPI, des juges, des avocats, etc., des observatoires de crimes de guerre. Et donc on a commencé donc à première chose, aider la ville de Daloa à essayer de structurer, comment dire, une vision d'avenir différente que celle que les politiques leur réservaient. Mais aussi, en même temps, on a commencé à créer des réseaux et on a commencé à créer des projets. Donc, en fait, on a créé des observatoires de crimes de guerre dans des pays donc de conflit, genre le Mali. Par exemple, on a sur WhatsApp, on était en direct avec comment dire, des tirs à balles réelles. Et puis ça, c'était la première fois qu'on a été confronté à ce genre de choses, mais ça, et c'est revenu régulièrement par la suite. Donc des observateurs qui étaient au milieu des tirs des conflits armés. Voilà. Après, on s'est intéressé aux réfugiés climatiques, à Uvira en particulier, hein, parce que la ville d'Uvira, à peu près entre 100 et 200 000 personnes aujourd'hui ont perdu leur logement, leur maison, parce que l'eau de la montagne, quand elle rencontre l'eau du lac qui monte et l'eau de la montagne qui descend violemment, et ben, les maisons qui sont au milieu, ben, elles résistent pas, les berges au milieu, elles ne résistent pas, et tout part en petits morceaux, et puis les gens, ils perdent tout dans ce genre de catastrophe climatique. On avait créé aussi un projet de franchise pour les ONG, donc des prix moins chers pour fournir les ONG, des projets de restructuration urbaine aussi, urbaine aussi pour les réfugiés climatiques, mais aussi restructuration urbaine pour des villes comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun par exemple. On avait aussi un projet d'école pour les enfants soldats. Une plateforme de un projet de plateforme de gouvernance technologique avec de l'intelligence artificielle, de la blockchain, etc., pour gérer les millions de personnes qui se sont présentées à nous dès le départ. Et on était sur 17 pays. Fin 2019, on a eu une grande catastrophe communautaire. Le groupe du Cameroun a essayé de prendre le contrôle a essayé de s'approprier nos projets pour les commercialiser. Et ils ont fait une tentative de putsch qui a échoué, mais au passage, ils ont détruit toutes nos archives, ils ont fait des fuites de projets auprès de d'autres organisations, et en particulier auprès de grandes organisations pour nous nuire. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais parce il faut les enterrer, et à un moment donné, faut passer en avant, mais c'est bien aussi de savoir que ça existait, et ça explique pourquoi on est structuré de cette façon. En 2020, donc, on a fait une première mutation vers régénération matrix. Pourquoi? Ben,
parce que on savait que notre nom, Cocoon, avait été utilisé pour passer des marchés publics avec des villes pour lesquelles nous, on n'avait rien à voir là-dedans. Et en plus, avec des gens qui avaient rien compris à la philosophie de nos programmes. Donc là, on était comment dire, en pleine catastrophe finalement, aussi bien, comment dire, communautaire. Parce que ben, le putsch, je veux dire, quand vous avez 300 personnes qui reçoivent pendant 24 heures des messages d'insultes de façon permanente, avec de la diffamation, toutes sortes de choses comme ça, c'est terrible à vivre. Et puis après, les gens, ils deviennent eux-mêmes victimes. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Et à partir de là, donc on a changé notre nom parce qu'on voulait pas être associé à notre ancien nom, étant donné que ben on pensait bien qu'ils allaient utiliser, faire des choses qui étaient, comment dire, sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et donc on a changé de nom simplement pour faire une transition en disant ben voilà, on a un nouveau nom. Tout ce qui se passe maintenant avec notre ancien nom, c'est pas nous. Et comme ça, on peut évaluer que c'est pas nous. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a rien. Donc on est parti sur le nom de Régénération Matrix. Après. À partir de là, on a commencé à créer des NDA. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des documents de confidentialité. Parce que le fait que le groupe du Cameroun ait donné nos technologies, bah, on s'est retrouvé fort embêté parce que quand vous êtes dans l'humanitaire, que tout se partage, etc., enfin, ou se vole plutôt, est approprié par les uns et les autres, bah, on peut pas vraiment se retourner contre les gens. Par contre, le fait d'avoir structuré autour des copyrights, de la confidentialité. Et puis en même temps, on a créé un code social, c'est-à-dire des règles de éthique de fonctionnement, des règles de recrutement, voilà, des règles internes. Ben, ça permet de nous structurer, mais ça permet aussi de nous protéger contre de nouvelles velléités de personnes qui voudraient partir avec des bouts de projet, des choses comme ça, ou simplement ben, s'approprier ou prendre notre identité. Et là, maintenant, on a les éléments pour se défendre. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur de l'écosystème, en réalité, le NDA, il est que dans un seul sens. Les NDA, au niveau technologique, en général, sont dans les deux sens. Les gens partagent des informations et puis ils sont protégés parce que ben, ce que je te partage, ben, toi, tu me partages en échange, mais on ne parle pas à l'extérieur de ce qui se passe. Tandis que nous, notre NDA, c'est un NDA dans un seul sens, ça protège l'écosystème. Et les gens qui rentrent dans l'écosystème sont protégés par le NDA et par la communauté. Voilà. Donc, à partir de 2020, mes droits d'auteur m'ont été rendus. C'est-à-dire qu'avant, en 2017, j'ai tout mis généreusement, tout ce que je créais, bah, c'était pour tout le monde, etc. Mais dans l'écosystème. Par contre, bah, il y a des gens qui se sont servis, qui sont partis, qui ont vendu. Il y en a même qui ont vendu des bouts de projet pour payer leurs factures d'hôpitaux, des choses comme ça. On a eu toutes sortes de choses comme ça. Et puis on a dit à un moment donné stop. Et puis on a rendu mes droits d'auteur. Et ce qui fait que tout ce que je crée, et tout ce qu'une autre personne pourra aussi créer de la même façon que moi est protégé, les droits d'auteur sont protégés et dans la facturation globale de tout ce qui passe au niveau des projets, etc., il y a toujours une ligne droit d'auteur qui est par personne, enfin, qui va de 2,5% à 5%. Euh, pour, comment dire, 2,5% si c'est une personne, 5% si c'est deux personnes, mais ça n'ira jamais au-delà de 5% si c'est plus de personnes. Voilà. Parce qu'il faut être raisonnable aussi. Donc voilà. Et puis, en 2020 aussi, suite donc au putsch du Cameroun, on pense que c'est un peu lié, hein, c'est le même, c'est la même veine. On a eu de la diffamation contre nous, une enquête financière qui a bloqué nos comptes. On s'est retrouvé d'un seul coup sans argent, sans rien. Et à partir de là, moi, je me suis posée avec Philippe Mastaki, qui est avocat et juge et qui travaille sur Bounia maintenant. Et on s'est dit, mais on fait quoi? On a des projets, on a des gens qui ont besoin de nous, on n'a plus d'argent, mais comment est-ce qu'on va se structurer sans argent? Et c'est là qu'on a commencé à créer les réseaux Angels. Et l'aventure des Angels, elle a commencé à partir de là. Donc, ça a été créé. On a commencé à réfléchir à ça en juin 2020 et on a commencé à mettre en place en septembre 2020. Donc, depuis septembre 2020, existent les réseaux Angels. Entre 2021 et 2023, pour nous, c'était un nouveau départ, un nouveau programme sans financement, création des réseaux de confiance.
Parce que les réseaux Angels, c'est quoi? C'est des réseaux de confiance qui, au départ, ont été faits avec des avocats, des observateurs de crimes de guerre, qui étaient autour de la CPI. Donc, des gens tous hyper fiables, des gens qui n'étaient pas corruptibles, ni rien. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, oui, mais là, on est vraiment sur du crime de guerre, sur de l'observation de crimes de guerre. On fait des réseaux où on dit aux gens, ben voilà, on fait des réseaux dans des zones très violentes où les gens, ben, ils se méfient de tout le monde. Le voisin, éventuellement, pourrait les tuer parce qu'ils pensent qu'ils ont deux chèvres de plus que qu'eux et qu'ils sont beaucoup plus riches. Et que les gens peuvent être aussi perdre la vie parce qu'ils rencontrent le militaire qui n'a pas été payé. Enfin, il y a tellement de raisons, en fait, que les gens soient confrontés à la violence ou à la mort dans certaines régions, donc en particulier si vous habitez Béni, à Béni, ben c'est le comment dire, c'est la situation habituelle de tous les gens de Béni depuis des années et des années. Hein. Ils sortent de chez eux le matin, le soir ils sont pas sûrs d'être vivants à la maison. Hein. Donc ça c'est vraiment et donc les réseaux Angels ça avait pour but au départ de faire de la réparation sociale, c'est-à-dire de créer des réseaux artificiels de confiance pour des communautés qui n'ont plus confiance en personne. Voilà. Donc, et là, c'était vraiment notre but de départ. Et on a créé des réseaux Angels. En fait, on a fait une mutation de toutes comment dire, de toutes nos structures en réseau Angels. On était dans 17 pays. Suite au putsch, ben, on a un peu réduit. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans 13 pays, je crois, avec des objectifs différents selon les situations. Les réseaux Angels, dans certains pays, ne sont pas activés. Les gens sont là, mais ils ne sont pas activés parce qu'il n'y a pas de problème spécifique, il n'y a pas de crise à gérer, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de... Mais par contre, un réseau Angels peut avoir d'autres vocations et peut s'occuper de choses ou des services qui n'existent pas sur le terrain. Par exemple, quand vous avez dans une région extrêmement pauvre, vous avez des taux de mortalité de 25% lors des naissances, soit la maman, soit le bébé, soit les deux, ben là, il y a quelque chose à faire. Et donc, dans ce cas-là, on peut activer un réseau Angels pour ce genre de situation. Ou s'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues pour des raisons contextuelles ou des raisons, comment dire, politiques, dues par exemple, au conflit armé, ben, il y a aussi des choses à faire parce que des jeunes qui sont seuls dans la rue, ben, ça peut vite tourner. Soit ils peuvent rejoindre des groupes armés, soit ils peuvent créer eux-mêmes des embryons de mafia. Et plus le temps passe, et plus ils deviennent puissants, et plus ils deviennent nocifs pour les villes qui les accueillent. Voilà, donc ça c'est une chose. Après, on s'est retrouvé un petit peu limité avec nos avocats et nos observatoires de crimes de guerre. On a ouvert après, puisqu'on avait des missions qui étaient un peu différentes des crimes, puisqu'on s'est élargi aux crises, et en particulier à ouvrir aux crises climatiques. Donc on a ouvert nos réseaux aux responsables de la société civile. Notre objectif, c'est l'autonomisation et l'autodétermination des gens qui ont tout perdu. Voilà, ça, c'était notre objectif d'origine. Depuis, ben, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, et donc on a ouvert à d'autres populations. Parce qu'en fait, il faut savoir que une victime, que ce soit une victime de guerre, une victime du coronavirus, une victime de la famine, de la pauvreté, ben, en fait, la victime, elle fonctionne de la même façon. Quel que soit le choc post-traumatique qui l'a mené à la situation de victime, ben ça va donner systématiquement les mêmes situations dans des contextes différents, dans des cultures différentes, mais les mécanismes psychologiques, les mécanismes, comment dire, économiques ou autres sont exactement les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a élargi notre champ d'action à des populations qui sont un peu similaires mais différentes. En 2024, on a fait encore une mutation de nom, parce que de toute façon, nous, les noms, bah, en fait, même en étant avec Cocoon, on n'avait pas énormément de budget, donc on n'a jamais vraiment demandé beaucoup d'argent à des donateurs, des fondateurs, enfin, des donateurs ou des institutions. Donc, l'intérêt d'avoir un nom connu et autres, ben, c'est surtout quand on va chercher de l'argent. Sinon, nous, étant donné on était full bénévole, qu'on s'appelle Cocoon, Régénération Matrix ou écosystème VLG World, pour nous c'est la même chose. Je veux dire, nous on est des réseaux de confiance, les gens savent qui on est,
Ils savent des fois pas le nom de notre organisation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité sur le terrain, c'est pas d'avoir notre nom affiché sur le terrain. Et puis voilà. Par contre, donc c'est pour ça qu'en 2024, on a changé de nom. Euh, Aussi facilement qu'on l'a fait pour Régénération Matrix, mais pour d'autres raisons. Parce qu'on a recentré en fait sur le fait que c'est moi qui crée 95% des programmes, c'est moi qui les crée. Et il y avait un problème en interne avec les nouveaux qui avaient l'habitude de travailler avec des grosses organisations internationales. Ces grosses organisations internationales, elles ont un fonctionnement qui est d'une certaine façon et qui est complètement différent de notre fonctionnement à nous, puisque nous, on fonctionne comme une ruche. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on est consensuel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ben, si on pourrait, si on, comment dire, si on est factuel, et si on fait un parallèle avec une ruche, c'est un petit peu comme si j'étais la reine qui produit les programmes, tout, tout en sachant que je n'ai pas une vocation à être reine, mais bon, voilà. Et puis, j'ai plutôt une mission de créer des programmes et consensuellement, toute la ruche, eh ben, suit le programme l'améliore, peut demander des améliorations, peut faire des feedbacks, etc. Mais on fait des programmes qui sont des modèles qui vont servir à d'autres situations et qui vont être modifiés. On fait un premier modèle, par exemple, ben, pour Goma, pour lequel aujourd'hui on a cette réunion. Ce premier modèle pour Goma, ben, on pourra peut-être reprendre ce modèle pour une autre ville comme Bukavu, par exemple, mais aussi pour une autre situation qui n'est pas dans le même contexte, mais qui a besoin d'avoir des outils similaires. Voilà. Donc moi, je suis à fond sur la modélisation, de pouvoir reprendre un système et de le réadapter ailleurs. Euh, et en fait, comment dire, notre façon de fonctionner, donc comme je disais, est complètement différente parce que nous, on demande à ce que les gens ils soient dans la relation à l'autre. Ils sont pas dans l'attente de recevoir. Ils aident l'autre à aller de l'avant. D'ailleurs, on a des angels qui s'appellent des perzers. Les perzers, c'est des gens qui ont des connaissances et qui ont envie d'aider d'autres personnes. Un perser, par exemple, peut aider un étudiant qui a quelques difficultés en classe à étudier, à apprendre plus de choses et à repartir sur les bonnes rails pour aller vers l'université, par exemple. Ou alors un perser, ben, ça peut être quelqu'un, par exemple, on peut créer une petite manufacture de fabrique d'élevage de champignons ou de culture de champignons. Et ben, vous avez dans l'entreprise, vous avez 5 personnes, mais il n'y a pas les compétences en comptabilité. Et ben, dans ce cas-là, nous, ben, on met un perser. C'est-à-dire que ce perser, il va former une personne en comptabilité en même temps qu'on crée l'entreprise. On va pas ne pas créer une structure qui va aider des dizaines de personnes à se faire parce qu'il manque une personne. Donc on va mettre une autre personne provisoirement à la place. On va recruter la nouvelle personne qui va reprendre la place définitivement. Mais en même temps, le perser, ben, il va faire le relais entre l'entreprise qui pour l'instant a besoin de cette personne mais ne l'a pas et cette personne va faire le travail de cette personne provisoirement et en même temps, il va former une nouvelle personne pour prendre sa place. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc nous, on est beaucoup plus dans le communautaire euh, et dans le participatif que dans les systèmes hiérarchiques classiques tels que sur lesquels les autres structures, pratiquement l'ensemble des autres structures humanitaires sont composées en fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc nous, on est dans le donner, dans le recevoir, on est dans le consensus, hein, je veux dire, c'est-à-dire que toute personne qui rentre dans l'écosystème le fait volontairement. Si d'un seul coup, cette personne ne se sent plus à l'aise ou ne comprend pas les programmes ou autre, ben, elle n'est pas obligée de rester. Voilà, elle peut se trouver une autre structure qui lui correspond mieux. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Euh, et en même temps, nous, on essaie de créer un écosystème positif pour créer un terrain solide, là où les gens n'ont plus de racines, n'ont plus d'ancrage solide, pour donner un nouveau départ à des familles et
pour que leurs enfants aient un avenir. Parce que moi, mon objectif, c'est de donner un avenir positif aux enfants. Et pour donner un avenir positif aux enfants, il faut s'occuper des familles. Parce qu'une famille qui n'a pas d'argent ne peut pas payer des livres à un enfant pour aller étudier. Un enfant qui n'a pas de livres pour aller étudier, c'est même pas la peine de continuer ses études. Le prof, il va même lui dire, mais écoute, je vois pas ce que tu fais là, t'as pas de livre, s'il te plaît, reviens pas demain à l'école, hein. Voilà, ça c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas la même façon de gérer sur l'Occident, etc. Mais en tout cas sur l'Afrique, c'est clair. Les parents qui n'ont pas de budget pour payer les livres, ben, c'est sûr que les enfants ne pourront pas faire d'études, sauf s'ils ne sont pas aidés. Donc, nous, on a vraiment une vision complètement différente des autres structures humanitaires. Euh, et toujours en 2024, ben, comme on est différent, on dérange. Quand il y a une nos fuites technologiques, ben, il y a des gens qui étaient très contents de recevoir nos programmes, etc., pour les dupliquer. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, hein. Je pourrais dire des noms, mais ça sert à rien parce que de toute façon, on se retrouverait avec des ennuis juridiques à ne pas finir et puis ça ne changerait pas le passé. Et encore en 2024, on s'est retrouvé encore dans un processus de diffamation parce que ben ils peuvent pas, je veux dire, ils nous ont coupé notre budget, nous ont détruit une partie de nos équipes, et on est toujours là. Donc, bah voilà. Donc, en fait, en 2024, on a perdu notre utilité publique parce qu'on nous a accusés de faire du business avec de l'humanitaire. Mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne qui sait faire du business. Donc, c'est complètement absurde. Mais malheureusement, ben, c'est comme ça. Pour l'instant, on en est là. Donc, on est toujours dans un processus de diffamation. Et puis, en 2024, on a eu aussi des campagnes de diffamation à Goma de la part de grandes organisations humanitaires. Et puis, même la destruction d'une organisation de réfugiés qui a été faite parce que ils leur ont dit, ben, c'est simple, soit c'est Écosystème VLG World, soit c'est nous. Et puis, comme l'association, les gens n'étaient pas d'accord entre eux, ben, l'association a explosé. Donc voilà, donc une association qui était utile à Goma a disparu, a explosé, volé en éclats parce qu'ils se sont retrouvés avec un chantage qu'on leur a fait en disant, bah, écoutez, c'est eux ou c'est nous. Bon, voilà. Tout en sachant que nous, on fait absolument pas ce qu'ils font, hein. Mais vraiment pas du tout. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens voilà, qui sont pas très à l'aise avec le fait qu'on existe. Donc on est une ruche, comme je disais. On a des nouveaux projets d'envergure à Goma et à Bukavu, hein. Si vous avez reçu ce lien, c'est que vous participez au projet de Goma, tout en sachant que si on arrive à mettre en place un projet qui tient la route à Goma, on le dupliquera à Bukavu et on le dupliquera sur le chapelet de Rutshuru, hein. Prochaine étape, ça sera ça. C'est pour ça qu'il faut, comment dire, que tout le monde y mette du sien. Parce que, comme vous êtes déjà sur la zone, vous connaissez l'importance du fait de notre déploiement, étant donné que ce qu'on fait, personne ne le fait, et c'est très important de pouvoir recréer la confiance sociale, de pouvoir redonner espoir aux gens, et puis de pouvoir être un interlocuteur de qualité qui peut répondre à des questions en toute confiance. Voilà. Donc ça, c'est important. En 2025, ça avait commencé déjà en 2024, mais on est en train de mettre en place de façon structurée nos labels communautaires. Hein, dans les labels communautaires, ben, il y a la gestion de nos copyrights. C'est partout sur nos documents, vous verrez, même, vous voyez sur cette présentation, c'est marqué licence, label, copyright, écosystème VLG World. Pourquoi? Ben, parce que le monde de l'humanitaire, ben, c'est le monde du plus fort, hein, c'est le Far West. C'est le monde de l'humanitaire est beaucoup plus violent au niveau de la gestion des droits d'auteur que ne l'est tout l'écosystème de la planète économique, hein, faut le savoir. Je veux dire, quand vous êtes une grosse organisation humanitaire, vous pouvez prendre le projet de quelqu'un d'autre et personne n'ira, et personne ne peut se défendre contre ça, et alors que le projet n'a rien à voir, n'a pas été pensé par eux, ni développé par eux, ni financé par eux, mais ils le prennent et ils le prennent pour eux. Et voilà, donc moi c'est clair que moi ça me pose un énorme problème cette histoire. Voilà, et surtout ben, j'aimerais rétablir une certaine éthique
dans le monde humanitaire qui, depuis quelques années, a pas mal disparu. Et aussi le fait que je coordonne des petites organisations humanitaires, bah, je peux vous dire qu'on n'a pas le même problème du tout, hein. C'est là, les petites organisations humanitaires, bah, ce sont des organisations qui sont sur le terrain, qui sont là pour qui font des actions de cœur, qui sont là pour aider les gens, etc. Qui ont besoin d'être financés, ça c'est clair, mais qui ne sont pas, comment dire, focusés sur le fait de gagner un territoire, perdre un territoire, perdre des financements, etc. C'est pas ça. C'est plutôt aider les gens. Et moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Et c'est pour ça que je coordonne des organisations qui sont là pour aider les gens. Voilà. Et pas pour d'autres, comment dire, d'autres sphères de conscience qui ne nous regardent pas. Voilà. Donc, en 2025, c'est l'écriture des méthodologies. Nous avons les nomenclatures 100 qui viennent d'être réécrites. Niambélé les a lues vendredi dernier. La charte READ qui était réécrite la semaine dernière. Voilà, tout un système. On a tout un système, une sorte de grande encyclopédie écosystème VLG World qui est en train d'être mise en place et qui sera mise à disposition de nos membres au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, ben, on l'éditera sous forme de livre, je pense, livre numérique ou peut-être livre réel, qui sait, on verra l'avenir. L'avenir, on ne le sait pas. J'écris aussi les stratégies pour les 100 prochaines années parce que, comment dire, comme on a une vision à 360 degrés des choses, parce qu'on nous, on se contente pas de faire des petits secteurs, juste s'occuper du sida, juste s'occuper d'Ebola. La plupart des organisations, c'est ça, c'est le même modèle que les entreprises. On s'occupe d'un petit bout du secteur et on n'a pas de vision sur le reste. Alors que nous, on est sur l'écosystème global et ce qui permet, moi, de voir euh, ce qui pourrait aider dans l'avenir, tout en sachant que les stratégies que je mets en place, c'est pas forcément des stratégies formelles, figées pour toujours. C'est des stratégies qui, ce sont j'ouvre des routes qu'on peut suivre et qui peuvent être réévaluées au fur et à mesure du temps. Mais ces routes, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même pas la notion de la route ou de la direction à prendre pour prendre cette route. Et donc, c'est important de créer des routes, ce qui sont indiquées comme étant des possibilités du changement. Voilà. Les projets, donc aujourd'hui on fait des projets socio-humanitaires sur les zones en crise comme à Goma et à Bukavu. On fait aussi du développement de projets de ferme-école. On a plein de projets qui sont complètement différents et qui vont dans plein de directions. Mais comme on fait du 360 degrés, ben pour moi c'est tout à fait logique. Pour d'autres, peut-être moins. Voilà. Et pour d'autres encore qui pensent que si on fait du déplacement climatique de gens et si j'ai cette faculté de pouvoir négocier des terrains pour déplacer des gens, ben c'est que je veux faire de l'immobilier. Eh ben non, je veux pas faire d'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Je suis architecte de formation, mais j'ai toujours détesté faire de l'architecture. J'aime faire de l'urbanisme, j'aime pas faire d'architecture. Voilà. Même si j'étais une très bonne chef d'agence, mais bon, voilà, après, c'est sa sensibilité à soi. Donc, les projets de Goma. On a un déploiement social humanitaire physique sur la ville de Goma, qui est en cours, avec 34 organisations. Actuellement, on a un déploiement sur 40% de la ville de Goma. Ça veut dire que il faut que les organisations qui sont déjà déployées à Goma réfléchissent à pouvoir se déployer sur d'autres zones, quitte à faire des nodes. Donc des nodes, pour nous, c'est des lieux physiques dans lesquels on rassemble des communautés et des services. Et les supernodes, eh ben, ce sont des centres de résilience dont j'ai parlé au début. Et donc, aujourd'hui, on a géolocalisé tout le monde sur la carte, sur Goma. Et on est sur 40% de la ville. Or, d'ici quelques mois, il faut qu'on soit sur 100% de la ville. Surtout quand on va se retrouver face au problème alimentaire qui va arriver d'ici quelques mois là, en fait, qui est face à nous. Parce que, pourquoi il y a un problème alimentaire? Parce que les fermiers ne sont pas retournés au champ étant donné qu'il y a beaucoup d'insécurité sur les routes. Donc, si les champs ne sont pas cultivés, eh ben, il n'y aura pas d'alimentation pour pouvoir nourrir les gens dans les prochains mois. Voilà.
Donc ça, c'est la situation géopolitique, sécuritaire. Là, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça, mais par contre, on peut essayer de renforcer les gens par rapport à ça. Donc, chaque node correspond donc chaque node est géolocalisé dans la ville. Chaque node correspond à un territoire défini mais pas limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, c'est-à-dire un node, bah, c'est défini sur une carte géographiquement, mais c'est une définition arbitraire et théorique. C'est-à-dire qu'en réalité, un node, quand il est positionné au milieu de son territoire, eh ben, presque on pourrait enlever les limites. Et ce qui va compter, c'est le rayonnement communautaire autour du node. Voilà. C'est-à-dire que le node, si des gens sont sur le territoire, euh, comment dire, abstrait du node d'à côté, ben, c'est pas très grave du moment qu'ils ont trouvé leur marque par rapport à un node. C'est ça l'essentiel. Ce qu'on leur demande, c'est de trouver un lieu, un node qui leur correspond, sur lequel ils sont à l'aise. Et s'ils sont sur le territoire d'un autre node, c'est pas ça qui va nous bloquer à les recevoir. Voilà, puisque un node, il est positionné de façon géographique, mais en réalité, il a un rayonnement communautaire. Un node, un node peut être focalisé sur un seul lieu d'accueil, ou peut être, comment dire, se composer de plusieurs lieux d'accueil sur le même territoire. On va appeler ça le territoire absolu, c'est-à-dire le territoire théorique. Donc un node, ça peut être une seule organisation avec un seul accueil, ou ça peut être ou une seule organisation avec plusieurs lieux d'accueil sur le même territoire, ou ça peut être plusieurs organisations sur plusieurs lieux d'accueil. Voilà. Euh, et donc, un node peut correspondre donc à une organisation ou à un groupe d'organisations et faire partie et avoir plusieurs consortiums présents dans le node parce que aujourd'hui à Goma, ben, en fait, on a trois consortiums qui se sont mis ensemble. Et ces trois consortiums, sur certains nodes, eh ben, ils sont complètement mélangés. Et c'est un petit peu le but, c'est de mélanger les gens pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Parce que quand vous faites la gestion de crise, c'est pas parce que vous n'avez pas le même gilet que vous n'allez pas essayer de déterrer la vieille dame là qui est ensevelie suite à un tremblement de terre. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein. Aujourd'hui, les territoires sont définis. Et si à 100 mètres plus loin, bah, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, bah, peut-être que les gens iront pas parce que c'est pas leur territoire. Alors que moi, ce que je veux, c'est que justement, c'est que on soit là au service des gens et que comment dire, on ne se focalise pas sur un territoire, on ne se focalise pas sur une zone déterminée. On aide et on répartit les forces là où on en a besoin, effectivement. Voilà. Et pas selon une répartition hiérarchique ou géographique ou communautaire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Les réseaux Angels, donc comme je disais tout à l'heure, sont des réseaux de confiance qui ont pour mission d'établir artificiellement la confiance locale dans des zones d'extrême violence. Historiquement, les réseaux Angels étaient communautaires, donc composés d'individus, de représentants, d'organisations, qui étaient tous interconnectés via WhatsApp. À partir de 2025, avec l'arrivée des nodes, bah, on passe du réseau que d'autres diraient virtuel, parce qu'on nous accuse aussi de ne pas exister parce qu'on n'est que sur WhatsApp. Mais en réalité, maintenant, à partir de 2025, comme on est en plus sur des territoires physiques, et ben là maintenant, le réseau Angel, c'est pas que comment dire qu'un réseau de WhatsApp de gens qui existent vraiment sur WhatsApp et qui sont vraiment actifs sur des territoires, mais c'est aussi des lieux physiques. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, non, je n'ai pas de message, je regarde. Quels sont les problèmes de Goma? Alors, j'essaie d'être succincte, parce qu'à partir de ces problèmes, on va proposer des solutions. On a un changement de gouvernance hein, depuis quelques mois qui est issu de conflits armés. À partir de ce changement de gouvernance, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de mouvements financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les banques sont fermées. Les gens ne peuvent plus avoir accès à leur argent, ni même faire des transactions monétaires. Il y a la résurgence du choléra. Bah voilà, il y avait déjà le choléra sur la zone, mais le fait qu'avec les conflits armés, il y a eu beaucoup de morts, bah le choléra, il s'est développé de façon exponentielle. Et en plus, les gens, le choléra
lutter contre le choléra, c'est une question d'hygiène. C'est plus facile de lutter contre le choléra que contre le coronavirus, hein. Le coronavirus, ben, le virus, il passe par l'air. Le choléra, ça se passe par le contact. Et donc, ça veut dire que la solution, eh ben, c'est de se laver les mains. Mais si 80% d'une population n'a pas de savon, eh ben, le choléra, il se disperse partout. Et c'est ce qui se passe à Goma. Il y a la malnutrition, actuellement la malnutrition latente, qui va bientôt se transformer en famine. Les soins médicaux de moins en moins structurés et financés. Voilà, parce que ben, les financements humanitaires, ben, déjà, ça fait plusieurs années que la plupart des financements vont à Gaza ou en Ukraine ou ailleurs. C'est-à-dire que les budgets africains d'il y a 10 ans, aujourd'hui, ben, c'est 10%. Là où il y avait 100% de budget, aujourd'hui, c'est peut-être 10% de budget, hein. Il faut savoir qu'il y a c'était vraiment habiller Paul, déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein. C'est parce que les fonds de donation humanitaire dans le monde ne sont pas extensibles. Ils sont limités. C'est une ressource limitée, la donation dans le monde. Ça, il faut vraiment le savoir. Dans les problèmes antérieurs, que je disais, suite, comment dire, aux problèmes de financement, ben, les soins médicaux qui sont nécessaires sur des zones où il y a eu des conflits armés et autres, eh ben, il y a de moins en moins d'argent, donc les soins médicaux sont de moins en moins structurés, et en plus, maintenant, ils sont payants. Alors, une personne qui n'a pas accès à son compte en banque, qui a un problème, que ce soit, comment dire, un problème de conflit armé ou un problème pour mettre au monde un bébé ou autre, eh ben, elle peut même pas payer ses soins médicaux aujourd'hui, il faut le savoir. Donc, il y a des hôpitaux où elle ne peut pas aller, alors qu'avant, comment dire, les soins pour ce genre de territoires qui sont dans des crises intenses, ben, étaient pris en charge. Maintenant, la prise en charge, elle se réduit en peau de chagrin. Il y en a pratiquement plus de prise en charge gratuite. Faut le savoir, hein. Donc voilà. Donc problème antérieur. Qu'est-ce qu'il y avait avant les conflits armés? Parce qu'on ne peut pas dire qu'à Goma, tout était parfait, hein. Il y avait des contextes historiques et actuels de conflits et de brassage de populations qui ont rendu complexe la compréhension des enjeux et des acteurs de la zone. C'est-à-dire que certaines populations étaient accusées de certaines choses alors qu'elles n'avaient rien à voir là-dedans, simplement parce qu'elles venaient de telle origine, par exemple. Et puis, il y a eu des règlements de compte, en se disant, ah ben celui-là, ouais, ça doit être mon ennemi. Puis des gens qui se promenaient dans la rue, et puis d'un seul coup, pof, il y a des semaines où il y avait 20 morts dans la rue, complètement inexpliqués, simplement parce que, bah, vengeance ou autre. Voilà. Donc ça fait partie de problèmes qu'il y avait déjà à Goma. Il y a la présence de complexes miniers officiels ou illégaux qui favorisent ou qui attire les mafias locales et internationales. Ça veut dire que le niveau de violence est amplifié par le commerce illégal. Parce que, ben, je vous donne un exemple. Par exemple, une mine illégale. On a quelqu'un qui exploite de l'or de façon illégale. C'est terrible, les conditions sont affreuses. Et il va vendre son or. Et son or, quelquefois, il va l'échanger contre de la drogue. Puis à un moment donné, il trouve plus d'or. Et ben, par contre, il est drogué. Donc ça veut dire qu'il en manque. Et donc ça veut dire qu'il va s'attaquer à quelqu'un dans la rue, il va peut-être même tuer la personne pour prendre son argent, simplement parce que ben, le fait d'avoir un petit peu d'or, à un moment donné, il s'est jeté de la drogue, après il est en manque, et puis comme il est en manque, et ben, tous les gens qui vont passer à sa portée, qui ont un petit peu d'argent, et ben, ils sont en danger. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi plein, plein d'autres exemples. Après, il y a aussi le taux de corruption de la zone qui est à peu près de 90% sur toutes les activités de la zone sans exception. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Goma, c'est que tous les petits commerces, enfin, ou Bukavu, enfin, les deux, je pense, si un commerce veut continuer à exister, il doit donner des pots de vin, il doit payer des gens pour pouvoir continuer son commerce. Donc voilà. Donc ça fait partie des choses. Il n'y a déjà pas beaucoup d'argent. Les gens qui le payent en ont pas non plus beaucoup. Et puis en plus, il est taxé pour pouvoir continuer son activité. Voilà. Donc ça, c'est très embêtant. Et puis, il y a aussi le problème de la valeur relative de la vie humaine, même au cœur des familles. Une famille qui perd un enfant, elle se dit, le fils qui va manifester et qui sait qu'il va mourir dans la manifestation se dit, ah, mais de toute façon, ma mère fera d'autres enfants.
Et puis la mère, elle est tellement désabusée, elle aime ses enfants, mais elle en a déjà perdu tellement. Ou elle a déjà vu dans sa famille tellement de mamans perdre des enfants que, au bout d'un moment, même si on aime ses enfants, on finit par pas s'attacher au fait qu'ils soient vivants. Et ça, c'est un problème de société. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on peut résoudre, nous, en tant que angels, par rapport à ces problèmes que j'ai évoqués? Quand il n'y a plus de mouvement financier, nous, ce qu'on peut mettre en place, c'est un sel structuré. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement financier, mais les gens échangent les produits entre eux. Un sel structuré, c'est quoi? Un sel structuré, ben, c'est une méthodologie d'échange qui permet, aujourd'hui, quand on fait du troc et de l'échange, ben, on va troquer, moi, je sais pas, moi, un sac de riz contre, comment dire, contre un autre produit alimentaire ou autre, mais c'est plutôt produit contre produit. Tandis qu'un sel structuré, ça permet d'échanger des services contre des produits. Ça permet un financement beaucoup plus fin de l'écosystème et ça permet, comment dire, d'avoir beaucoup plus de possibilités de payer certaines choses et certains services. Un sel structuré, ça peut être un sel manuel. Les premiers sels qui sont apparus en Occident sont apparus dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'était pas un accident. Et au départ, ils ont été faits pour les familles qui n'avaient pas de quoi habiller leurs enfants. Et l'idée, c'était, ou se nourrir ou autre. Et l'idée, c'était d'aider ces familles à faire des échanges avec d'autres familles. Une famille qui a eu trois enfants, n'a plus forcément, et qui veut plus d'autres enfants, ben, n'a plus forcément besoin de ses vêtements de bébé. Puis dans ce cas-là, ben, ils échangeaient les vêtements de bébé contre une monnaie virtuelle, hein, qu'on appelle un CEL, système de libre-échange, qui est comptabilisé quelque part dans une base de données, qui est manuelle ou qui est numérique. Et puis, elle n'était pas obligée d'échanger contre quelque chose d'usage direct. Vous pouvez capitaliser donc sa monnaie virtuelle et pouvoir l'utiliser plus tard pour acheter, comment dire, des livres pour l'école, par exemple. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place sur une ville comme Goma. Alors, si c'est manuel, il faut être extrêmement éthique et très méthodique, mais c'est pas impossible, tout en sachant que c'est un métier dangereux de gérer des écritures financières. Euh, ou alors, on peut mettre en place un sel technologique, ce qui correspondrait finalement à une sorte de cryptocurrency, mais qui n'est pas du tout dans le système. Si je dirais, c'est un système que moi j'ai commencé à développer avec le système REID. C'est de dire, ben, c'est une monnaie de libre-échange qui permet de renforcer les capacités financières d'une famille. Et dans ces monnaies de libre-échange, ce qu'on peut faire aussi, c'est si un écosystème fonctionne avec cette monnaie de libre-échange, on peut aussi payer des salaires avec cette monnaie. Si les gens restent sur un territoire précis, on peut aussi envoyer de l'argent et puis acheter X monnaie virtuelle. Par exemple, la diaspora peut acheter X monnaie virtuelle et puis l'envoyer directement, si c'est technologique, sur le téléphone mobile de sa maman, de sa sœur, de sa tante, etc., pour renforcer la capacité d'achat des gens. Étant donné que les gens n'ont plus accès à leur compte en banque ni rien, bah, ça limite un petit peu ce genre de choses. Tout en sachant aussi qu'en Afrique, il y a aussi des systèmes pour envoyer de l'argent. Mais sur Goma, le fait que les banques soient fermées, c'est un gros problème, et en particulier pour les entreprises. Pour la résurgence du choléra, on a développé un projet qui s'appelle Famille, Toi, Santé, Nourriture. C'est un projet qu'on avait développé pour le Covid, qui avait un nom différent, et sur lequel on donne des instructions extrêmement simples et précises pour aider des familles à limiter la propagation du choléra. Parce que le choléra, bah, ça s'attrape. Et si on peut faire de la prévention, ben, c'est beaucoup mieux que de faire de la gestion, de prendre en charge un malade du choléra, en fait, hein. Donc, si on peut éviter aux gens de tomber malades, et nous, notre positionnement, il est là. On évite aux gens de tomber malades pour
décharger aussi les autres organisations humanitaires d'un trop-plein de malades dans leurs hôpitaux. Et en plus, les hôpitaux qui sont plus financés et sur lesquels ben, ils ont de moins en moins de gens, parce que les gens ne peuvent pas payer, mais aussi parce que ben, comme ils ne peuvent pas non plus payer leurs employés, ben, il y a de moins en moins de possibilités même de faire des opérations et autres. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc nous, il faut savoir aussi qu'on a cette vocation d'être plutôt dans la prévention plutôt que dans la gestion de crise, parce que si on peut prévenir une crise, bah, on prévient plein de violences qui ne sont absolument pas nécessaires à la vie d'une famille. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'aider les gens à lutter contre le choléra par des gestes simples, très simples, et des ateliers extrêmement simples. Après, on a la malnutrition latente parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris aujourd'hui, parce que les gens, bah, ils n'arrivent plus à acheter de la nourriture, et puis que, bah, pour l'instant, on en trouve encore, mais bientôt, on va de moins en moins en trouver, parce qu'il y a la famine qui arrive, parce que les agriculteurs, ils ont pas été au champ. Et donc, on a commencé à réfléchir à un programme de production familiale alimentaire, aider les gens à faire des élevages de poissons dans la ville, à cultiver le moindre petit bout de terre. En fait, la consigne, en gros, pour moi, idéalement, ça serait de dire, si c'est possible, ce serait de dire, ben voilà, est-ce qu'on peut utiliser la moindre parcelle de terrain qui n'est pas de la route, qui n'a pas une utilité à quelqu'un, la moindre parcelle de terrain qui n'a pas d'utilité, la transformer comment dire, en plantation alimentaire, en zone de plantation alimentaire, parce que il va falloir que les gens s'autonomisent, hein, parce que comment dire, aujourd'hui, ben, il n'y a pas grand-chose qui arrive réellement, directement au niveau de la population. Si d'un seul coup on a une crise alimentaire, ben, la question c'est par où on va faire passer l'aide alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, comment dire, les couloirs humanitaires sont pas très clairs. Et nous, on va avoir besoin aussi de créer un couloir alimentaire pour passer la nourriture qu'on aura pu négocier auprès d'organisations internationales qui voudront travailler avec nous. Voilà. Mais en attendant, on va aussi former les gens à cultiver, à faire comment dire, du jardinage urbain alimentaire et à faire de la production alimentaire urbaine, euh, élever des poulets, comment dire, faire de l'élevage de poissons, faire des champignons, enfin, toutes sortes de choses qui ne demandent pas beaucoup de place parce qu'une ville comme Goma, ben voilà, il y a beaucoup d'habitants. Et il faut, même si on peut faire pousser un truc sur son balcon, on fait pousser un truc sur son balcon. Voilà, ça va être un petit peu notre mot d'ordre au niveau de l'aide qu'on va pouvoir apporter aux gens. Après, les soins médicaux. Pour les soins médicaux, bah, les soins médicaux, c'est ce qui est le plus délicat. C'est ce qui demande le plus d'argent. On a essayé de trouver des vaccins hein, pour Goma. Pendant plusieurs mois, on n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, ben, c'est le territoire, c'est le domaine des grosses organisations internationales. Et comme elles ne trouvent pas d'argent pour ça, ben, il n'y a pas de vaccination. Et c'est très embêtant. C'est très embêtant. Bon, aujourd'hui, c'est que le choléra hein, qui s'est déployé. Au début, sur la zone, bah, il y avait une alerte Covid, une alerte Ebola, une alerte choléra. Bon, le Covid et Ebola, apparemment, c'est pas le plus important. C'est le choléra vraiment sur lequel il faut lutter. Le choléra, c'est quoi? Bah, c'est de la diarrhée, de la déshydratation, mais on peut lutter contre ça. Par contre, quand les gens ils ont le choléra, puis qu'après il faut les prendre en charge parce que c'est vraiment très grave, là on risque d'être un peu limité. On a aujourd'hui 34 organisations déployées sur Goma. Certaines ont des vocations à faire de l'hospitalier ou du suivi médical, mais pas toutes. Donc, l'idée pour nous au niveau des nodes, c'est prioriser pour faire du triage. Donc, ce qu'on veut privilégier, c'est le triage pour dire aux gens, ben voilà, non, ben oui, c'est grave, ok, mais vous pouvez gérer ça depuis la maison.
Parce que bah, le problème, c'est que c'est pas une personne qui est malade, hein, c'est plein de personnes qui sont malades. Donc, si d'un seul coup on envoyait tout le monde à l'hôpital, bah, déjà les hôpitaux, ils ont de moins en moins de moyens, de possibilités. Puis les gens, ils n'ont pas les sous pour payer les soins hospitaliers, donc on va tourner en rond. Donc l'idée, c'est d'autonomiser les gens et de leur donner, ben, comment dire, les éléments pour essayer de se débrouiller un maximum tout seul. Et quand c'est vraiment grave, dans ce cas-là, ben, on va essayer de diriger les gens soit vers nos propres centres. Je dis nos propres centres parce que les 34 organisations, elles sont ensemble dans le même projet. Et donc, voilà, il y en a qui font du suivi psychologique, il y en a qui s'occupent des orphelins, il y en a qui s'occupent des femmes, il y en a qui s'occupent des familles, mais tout le monde va avoir un programme commun. Comment dire, et aussi des programmes qui seront plus ou moins développés selon leurs possibilités. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et donc pour le médical, c'est là où on a moins de ressources, mais pour lesquelles, avec un peu de, comment dire, avec la confiance sociale, on pourra conseiller les gens, puis leur conseiller ben, de faire certains choix ou pas. Voilà. Après ça, ça fait partie je dirais, de l'éthique du médical, des choix qui sont faits par les gens et les populations. Voilà. Donc, j'ai fait une présentation un petit peu générale. Je sais pas, oui, là, je suis à peu près dans les temps. On avait dit avec les 45 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions quelque part. Je vais aller voir, hein, parce qu'on a un groupe avec les responsables de. Je ne sais pas s'ils ont réussi à se connecter, pas se connecter ou autre. Alors, je sais que Claude n'a pas réussi à se connecter. Est-ce que les autres ont réussi à se connecter? Je ne sais pas. Je n'ai pas de questions. Donc, ça veut dire que ce que j'ai dit, c'est clair, tout en sachant que vous avez besoin de plus de détails que ça. Mais cette vidéo, ce sera la première d'une série de vidéos qui pourront être visualisées et revisualisées par vous-même, mais aussi par les prochains qui vont arriver. Étant donné qu'on a 40% de la zone de Goma qui est, comment dire, qui est couverte, on doit chercher d'autres organisations pour venir compléter les consortiums ou alors que et en même temps que les organisations qui sont déjà sur la ville de Goma, eh ben, elles puissent peut-être déployer un camp de tente ou louer un local ou pour pouvoir faire d'autres nodes sur les zones où il n'y a pas, comment dire, d'équipe. Aujourd'hui, il y a 40% de la ville de Goma qui est couverte par des équipes. Des fois même, il y a plein d'équipes sur un même territoire, mais là, ben, c'est historique, hein. Les gens ont des bureaux à certains endroits, des accueils à certains endroits. Aujourd'hui, on s'est basé sur les potentialités réelle et actuelle de chaque organisation, et donc on est sur 40% de Goma. Mais demain, il va falloir trouver des moyens de déployer sur les 60% qui restent. Donc soit on va recruter des nouvelles organisations, soit on va demander aux autres organisations de voir si elles ont des ressources pour pouvoir se développer, être sur plusieurs nodes en même temps, en fait, et si elles ont les équipes pour ça, parce qu'après, c'est clair qu'un node, c'est minimum 10 personnes. Euh, et puis voilà, après peut-être certains notes seront peut-être plus spécialisés que d'autres. On verra au fur et à mesure du temps comment ça vit, comment les gens arrivent à se déplacer facilement s'ils sont malades ou pas. Peut-être qu'il y aura peut-être que des nodes médicaux qui seront répartis sur toute la ville et des nodes thématiques qui seront plus sur des grandes zones de ville. Ça, c'est quelque chose qu'on va vivre au quotidien pendant les prochains mois et qu'on va décider tous ensemble. C'est de se dire, bah voilà, est-ce qu'on veut mettre en place un nouveau programme? Est-ce qu'on arrête ce programme parce que bah, là, il y a plus de problème, ou alors parce qu'on n'y arrive pas, peut-être, ou parce qu'on a besoin de plus de ressources. Donc peut-être qu'on le suspend en attendant d'avoir plus de. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qui vont être un petit peu évolutifs. Et on va essayer de caler un modèle quand même assez rapidement, de ne pas se prendre 6 mois pour caler le modèle, parce que derrière, bah, on a d'autres zones. Et Goma, c'est un modèle. Et que les autres zones, la prochaine zone, ce sera le chapelet de Rutshuru. Ce que j'appelle le chapelet de Rutshuru, c'est la zone entre Rutshuru et Goma, qui est composée de principalement deux grandes routes.
Et donc, c'est une forme de chapelet. Et c'est pour ça que je l'ai nommé cette zone le chapelet de Rutshuru. C'est pas une zone urbaine comme Goma en continu ou comme Bukavu. C'est une zone sur laquelle se déploie le long de la route, en fait, une agglomération urbaine le long de la route. Et donc, on va pas travailler de la même façon sur Goma que sur le chapelet de Rutshuru parce que la répartition des populations n'est pas la même du tout. Et puis, par contre, Bukavu, ben, ça sera à peu près le même modèle que Goma, sauf que Bukavu, c'est 2 fois plus gros. Et puis, pour l'instant, ben, on en est là. Et puis, l'objectif, c'est que pour décembre 2025, on puisse avoir déployé aussi sur Rutshuru et sur Bukavu. Voilà. Et aussi pouvoir avoir créé ce couloir humanitaire pour pouvoir amener des ressources. Aujourd'hui, l'aéroport de Goma n'est pas utilisable dans ce sens parce qu'il y a eu des choses qui sont faites et qui n'étaient pas correctes dans un sens ou dans un autre. Peut-être qu'on pourra établir une relation de confiance avec le M23, on l'espère. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de contact avec eux. C'est aussi un appel, s'ils voient notre vidéo, de se dire, ben, en fait, nous, on est neutres, hein. Même si au départ on fait partie de l'Observatoire des crimes de guerre, mais on a évolué plus vers de l'aide à la population. Et donc on tient à cette neutralité, parce que cette neutralité elle est extrêmement importante pour garder, pour la sécurité comment dire, de nos angels. C'est fondamental, hein. La neutralité chez nous, c'est un point extrêmement fondamental pour garantir que nos angels sont dans une sécurité relative au niveau des ONG. Voilà. Donc je vais conclure, puisque je n'ai pas de questions, je ne sais pas qui a regardé, qui a pu regarder ou autre. On verra, je pense que j'aurai des feedbacks après. Bon, c'est 1 heure de vidéo, donc et pour regarder et puis me poser des questions. Et puis je pense qu'on fera une autre séance pour répondre aux questions, parce que étant donné on est en train de faire un déploiement N0, mais qui est quand même important, 34 organisations, c'est quand même déjà beaucoup. Et puis qu'on en est qu'à 40%, donc en fait ça veut dire qu'on en aura à quelque chose comme 100 d'ici pas longtemps, c'est ce qu'on espère, ou en tout cas 100 points hein, d'ici pas longtemps. Ça veut dire qu'on va amener multiplier les gens qui connaissent pas les angels, qui vont falloir former à être angels, etc. Donc on va faire cette série de vidéos qui aura comme vocation de former les angels et en même temps d'informer d'autres personnes qui s'intéressent à savoir qu'est-ce que des angels en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette matinée, pour cette heure en tout cas, ce matin, c'est lundi matin. Et puis, ben, je suis très contente que vous soyez tous ensemble, les 34. Et c'est vraiment très important de réussir ce déploiement. C'est important pour la région, mais aussi c'est important pour d'autres régions du monde qui sont en crise. Voilà. Merci à tous et à bientôt.